Bienvenue à tous sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. L'ensemble des syndicats des cheminots annoncent des préavis de grève reconductibles à partir du 12 octobre, marquant le durcissement de la mobilisation contre la réforme des retraites en examen au Sénat. Réaction à suivre de notre invité, c'est le secrétaire d'État en charge de la fonction publique, Georges Tron, ce soir. Dans une lettre de démission en date du 25 août dévoilée aujourd'hui par le nouvel observateur Bernard Kouchner, se plaint d'humiliation des conseillers de l'Élysée. Le ministre des Affaires étrangères prend également acte, je cite, de la fin de l'ouverture ce soir. Il assure dans un communiqué sa loyauté à Nicolas Sarkozy. La Société Générale exclut de réclamer 4,9 milliards d'euros à Jérôme Kerviel. L'avocat du trader dénonce ce soir une réaction de communication de la banque et refuse toute négociation. Alors les deux parties vont-elles aboutir à un accord? Analyse de Jean-Louis Gombault. Et enfin, faut-il une loi anti-concentration interdisant à la même personne de posséder deux journaux? Le Parti socialiste la réclame depuis l'éventualité d'un rachat du Parisien par Serge Dassault, déjà propriétaire du Figaro. C'est le débat du 22h à suivre tout à l'heure. Merci d'être avec nous et bonsoir à tous. La grève reconductible gagne donc du terrain. SNCF, RATP dans le secteur de l'énergie. Eh bien, les annonces d'action à partir du 12 octobre foisonnent. Les syndicats veulent faire fléchir le gouvernement sur la réforme des retraites au risque que ces grèves reconductibles soient impopulaires aux yeux de l'opinion. On voit tout cela avec Aurélien Romano. Une à une, elles sont tombées. Après l'annonce il y a 2 jours d'une grève reconductible à partir du 12 octobre à la RATP, les cheminots sont entrés aujourd'hui dans le mouvement. Peut-être mettre un braquet aujourd'hui au-dessus et donner une autre dimension au mouvement. Et c'est ce que les cheminots vont contribuer à faire. Redouté par le pouvoir, dernier recours des syndicats, la grève reconductible gagne du terrain. En fin de journée, la CGT Énergie a décidé elle aussi d'emboîter le pas des autres syndicats. Les routiers de leur côté se contentent pour l'instant d'une seule journée d'action le 12 octobre. Dans le sud, les ports de Fos-sur-Mer et de l'Areva sont toujours bloqués. Le spectre d'une paralysie du pays se dessine. En 1995, elle avait duré 3 semaines. Le risque est pris très au sérieux par l'Élysée. Le gouvernement pourrait faire des concessions avant la journée du 12. Et la bataille sur la réforme des retraites s'est installée au Sénat entre une gauche pressée d'en découdre avec l'exécutif et un gouvernement ferme sur ses positions mais qui pourrait bien montrer des signes d'ouverture avant la journée de mobilisation du 12 octobre. Les détails avec Fabrice Cunet. Président du groupe centriste, la position est parfois inconfortable. 30 sénateurs, 3 courants et souvent autant de visions différentes. Sur les retraites, Nicolas About est parvenu à un semblant de consensus. Symbole de cette unité, à la table devant les journalistes, toutes les sensibilités sont présentes. On est tous unanimes pour dire qu'il faut réformer les retraites, qu'on ne peut pas continuer à accumuler des déficits qui ne font qu'augmenter. Et puis on s'est retrouvé aussi sur les principaux points qui nécessitent à notre avis d'être améliorés. Alors après il peut y avoir des curseurs un petit peu différents, mais sur les 3 points qui sont ceux du groupe, on est tous d'accord. Parmi ces 3 propositions, un amendement vise ainsi à poser les bases d'un système dit par points. Fini les annuités, place au point, plus égalitaire. Une proposition de fond comme monnaie d'échange avec le gouvernement. Problème, elle serait d'ores et déjà hors sujet. On légifère sur des mesures d'urgence et qui ne peuvent être que paramétriques, c'est-à-dire les éléments qui font la base de l'assurance vieillesse. Imaginez l'avenir, bien sûr, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Voilà. À gauche, l'idée fait partie du projet socialiste, mais la proposer maintenant relèverait de la ficelle politique. Le système qui est proposé au vote du Sénat est à 100 lieues du système à points. Franchement, en utilisant un propos trivial, c'est un propos de comptoir pour faire genre et pour faire galerie. Parce qu'on est dans une période où il faut que les centristes s'affirment par rapport à l'échéance présidentielle. Le 507. Au total, les sénateurs centristes ont déposé 40 amendements, parfois à titre individuel, parfois au nom du groupe. Éric Woerth devrait les recevoir rapidement pour juger de ce qui est négociable ou non. L'invité du 22h, il nous a rejoint directement de la séance dans l'hémicycle, le secrétaire d'État à la fonction publique, Georges Tron. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Merci. Alors la grève reconductible apparemment gagne du terrain. Est-ce que c'est un durcissement de la contestation ?
C'est incontestablement quelque chose qui durcit un peu les conditions d'un dialogue qui demeure parfaitement ouvert avec les syndicats. Nous l'avons, ce dialogue, depuis des mois et des mois. À chaque étape du texte, on a avancé. On a avancé en discussion à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines, enfin 3 semaines. Des amendements très importants ont été déposés, ont été votés par l'Assemblée. On a avancé en commission des affaires sociales il y a de cela quelques jours. Et on va avancer en hémicycle. Et malgré ces avancées, Georges Tron, est-ce que vous craignez qu'il y ait un risque de contagion atelier par atelier, que ces grèves reconductibles gagnent encore plus du terrain aujourd'hui? C'est un pari à faire sur celui de la raison. Regardez le texte tel qu'il est. On a été interrogé, Éric Woerth comme moi-même, plusieurs fois ces derniers jours, au sujet des régimes spéciaux. Certains parlementaires de la majorité nous ont demandé pourquoi. Est-ce que les régimes spéciaux n'étaient pas finalement affectés par le texte de loi comme l'ensemble des salariés du privé et de la fonction publique? On a répondu en montrant bien qu'on n'a aucune vision dogmatique des choses. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la réforme au même rythme dans les régimes spéciaux qu'ailleurs? Simplement parce qu'on n'a pas terminé la montée en puissance de la réforme de 2007-2008. Donc, très clairement, je dis aux salariés des régimes spéciaux, le gouvernement sait parfaitement tenir la ligne intermédiaire. Il faut une réforme des retraites, nous en prenons la responsabilité. Il ne faut en aucun cas tomber dans les excès qui consisteraient à la faire avec des stigmatisations, notamment à l'égard des services publics. Donc on ne touche pas aux régimes spéciaux. On le fait, mais on les touche. Ils sont dans la loi, madame. Ils sont dans la loi. Ce qui est épuisant pour le gouvernement, c'est que la loi étant ce qu'elle est, on ne la comprend pas, on ne la connaît pas. Les régimes spéciaux ne sont pas impactés aujourd'hui parce que les régimes spéciaux aujourd'hui continuent à faire monter en puissance la loi précédente. Mais à partir de 2016, ils seront concernés. C'est la preuve qu'on ne tombe ni dans un excès, la loi ne s'applique pas à eux, ni dans un autre, elle s'applique trop vite à eux. Et Georges Tron, pour ne pas tomber dans l'excès aussi, dans la rue, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter à tout prix selon vous aujourd'hui? Est-ce qu'il faut éviter que les leaders syndicaux soient mis en difficulté par des minorités, par leur base? C'est un risque aujourd'hui que court par exemple Bernard Thibault? Bernard Thibault est un monsieur très responsable que je connais personnellement bien, et je dis les choses très clairement, ni Bernard Thibault, ni M. Chérec, ni M. Mailly, ni les autres responsables ne doivent avoir le sentiment que c'est un bras de fer. En politique, il y a un défaut. C'est vrai à titre individuel, comme c'est vrai à titre collectif. Ah, pour eux, ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Hein. Non, parce qu'il n'y a aucune volonté du gouvernement d'avoir un bras de fer individuel. Il n'est pas question d'humilier qui que ce soit. Il est simplement question de savoir de quelle façon on peut faire avancer à chaque étape le texte pour qu'il y ait des progrès de nature à leur montrer notre volonté d'aboutir. C'est ça le sujet. Pour leur montrer votre volonté d'aboutir, est-ce que vous allez montrer des gestes d'ouverture avant le 12 octobre, date de la prochaine manifestation? Madame, avant de vous répondre à cette question, je vais vous poser une question. On va changer un peu les rôles. Je vais vous demander... Non, mais c'est invraisemblable. C'est pas ce qui est prévu. Regardez bien. Est-ce que vous savez ce qui a été adopté en commission des affaires sociales il y a de cela 8 jours? Dites-nous. Bon, 3 amendements tout à fait importants. Quand je dis tout à fait important, ça veut dire ils concernent toutes les personnes qui sont en fin de droit et qui vont avoir la possibilité, malgré la réforme, de continuer jusqu'à l'âge de 62 ans et non plus 60, de bénéficier d'allocations. Toutes les personnes qui sont travailleurs handicapés, qui aujourd'hui sont très mal indemnisées pour accéder à une retraite anticipée, qui vont le devenir. Et en troisième lieu, toutes les personnes qui sont touchées par l'amiante. Mais vous voyez bien que cela ne suffit pas. Mais justement, vous voyez bien que d'un point de vue méthodologie, si chaque fois que l'on fait des avancées, on fait exactement ce qu'on est en train de faire tous les deux, c'est-à-dire qu'on fait comme si de rien n'était, on n'en finit pas. La question c'est quoi? Est-ce que oui ou non on a avancé au Sénat la semaine dernière? La réponse est oui. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, nous avions avancé? C'est une réalité. Vous dites que vous avez avancé, mais moi, je vous parle de ce qui se passe aujourd'hui. Quand il y a des grèves reconductibles, est-ce que, dites-moi, pour pas que ça s'étende, est-ce que vous prévoyez quelques gestes aujourd'hui avant le 12? Ou est-ce que vous allez laisser la manifestation passer, peut-être parce que vous pensez que ces grèves sont impopulaires aux yeux de l'opinion? Madame, je ne rentre pas dans cette logique. Je vous redis avec beaucoup de tranquillité ce que je vous ai dit. À l'Assemblée, on a avancé substantiellement. Il y a beaucoup de choses... Pas plus, donc, maintenant. Je ne vous dis pas ça non plus. À l'Assemblée... Je vais finir par comprendre. Je le pense, mais je voudrais simplement que vous laissiez terminer ma phrase. À l'Assemblée, nous avons avancé substantiellement. Il y a des mesures fondamentales qui ont été prises concernant les polypensionnés. C'était fondamental, nous l'avons fait. Les mères qui sont les mères de 3 enfants avec 15 ans de service, nous l'avons fait. Nous avons pris au Sénat, en commission des affaires sociales, des amendements importants. Si chaque fois qu'on prend des amendements, on nous dit, est-ce que vous allez enfin commencer à lâcher du lest? On n'en finit pas. Donc c'est clair, vous n'allez plus... Pas du tout, ah bon? C'est l'inverse. Je vous fais comprendre avant tout qu'à la question, est-ce que enfin vous allez lâcher du lest? Je ne réponds pas en disant, nous avons rien fait, nous avons beaucoup fait. Il y a une question
qui se pose maintenant. Oui, parce que au vous posez Sénat, les questions, oui. Oui, enfin, comme vous faites les réponses, ça nous équilibre. La vraie question qui se pose, c'est la suivante. Est-ce que oui ou non, il y a un problème supplémentaire? Après tout ce que nous avons fait, oui, il y en a un. Lequel? C'est celui des femmes et des pères, en fait, des parents. Et là-dessus, le gouvernement va avancer? Oui, femmes qui ont 3 enfants et plus, on va dire les parents, de manière générale, pour pas qu'il y ait de discrimination. Là-dessus, il y a une avancée, il va y avoir une avancée? Il y a un vrai sujet qui va vraisemblablement, à l'issue d'une discussion qui sera... Beaucoup de précautions. Oui, parce que je ne veux pas vous donner le sentiment que c'est acquis. Mais il y a un vrai sujet. Et ce vrai sujet, il est dans l'esprit de beaucoup. Vous savez, moi, je suis à côté d'Éric Woerth depuis le début. On nous a parlé dans un premier temps uniquement de la pénibilité. Puis dans un second temps, on nous a parlé exclusivement du financement. Après, que de la médecine du travail. Maintenant, que des mères de famille. Chaque fois, on avance. On va avancer. On va le faire dans la discussion. On va le faire en demandant qu'on prenne acte de toutes les avancées qui ont déjà été faites. Et on va le faire en plus, madame, en ayant le souci de ne pas remettre en cause l'équilibre financier. Malgré l'urgence parlementaire aussi sur le texte, j'insiste. Et on va le faire en dernier lieu, madame, en ayant le souci de ne pas remettre en cause l'équilibre financier du texte. Parce que s'il s'agit d'avoir tout l'équilibre financier du texte qui est remis en cause, ça n'a plus de sens. Alors monsieur, la Cour des comptes estime que la quasi-totalité des économies générées par le non-remplacement d'un fonctionnaire partant à la retraite sur 2 qui a été rétrocédée sous forme de prime aux fonctionnaires, alors que le gouvernement prévoyait en fait que seule la moitié le soit. Est-ce que c'est la réalité? Oui, c'est la réalité. Mais vous n'avez pas prévu cela? Si, mais non, je n'ai rien dit encore. Non, mais je ne vous reproche rien. Je vous donne simplement des éléments que vous pouvez assez facilement vérifier. Vous vous reportez 3 mois en arrière. On est en juillet. Discussion que j'ai menée pour le gouvernement avec les organisations syndicales sur les rémunérations. Vous noterez que j'ai signalé plusieurs fois que ce que l'on appelle le 1 sur 2, c'est-à-dire le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2, et qui avait donné lieu à des économies d'à peu près 1 milliard d'euros par an, devait conduire à ce qu'on en redistribue à peu près 500 millions aux fonctionnaires. Voilà, et c'est 700 millions qui ont été reversés, mais vous ne l'avez pas prévu au départ. Je ne veux pas dire les choses que... Oui, enfin, si vous voulez. Non, mais c'était au départ des économies. Si les économies sont rétrocédées, c'est une bonne chose. Si vous voulez, je dis ça comme vous. Voilà, je veux dire, on ne l'avait pas prévu au départ. Ce que je constate... Non, mais c'est vrai. En réalité, on a donné en retour catégoriel plus que ce qu'on avait initialement prévu. Et c'est une bonne chose. C'est à la fois une bonne chose parce que ça permet d'avoir une meilleure rémunération pour les fonctionnaires. C'en est une mauvaise parce qu'on ne fait pas les économies qui sont escomptées. En réalité, ça me permet simplement de vous faire remarquer que quand on a été sujet à des attaques sur le thème c'est la rigueur dans toute son horreur, en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Et comme au mois de juillet, je l'avais dit, et que les syndicats avaient dit, mais pas du tout, c'est scandaleux, on a une baisse du pouvoir d'achat, que la Cour des comptes, aujourd'hui présidée par un monsieur éminemment compétent et sympathique qui est Didier Migaud, le disent elle-même. Si vous me permettez, ça me fait plaisir. Dernière question d'actualité, Georges Tron. Dans une lettre de démission adressée à Nicolas Sarkozy, Bernard Kouchner parle des humiliations subies par les conseillers de l'Élysée. Tout simplement, est-ce que vous comprenez l'attitude de votre collègue aujourd'hui du gouvernement? Est-ce que vous le soutenez? Ni je le soutiens, ni je le soutiens pas. Je crois qu'on oublie trop souvent que derrière tout homme politique, il y a un homme et qu'il faut savoir qu'un homme peut réagir en fonction de son tempérament. Si on s'estime mal dans ce que l'on fait, il est logique que l'on écrive ce qu'il a écrit. Et il n'est pas logique de partir dans ce cas-là aussi un peu plus tôt? C'est l'affaire de Bernard Kouchner et pas la mienne. Merci beaucoup, Georges Tron, d'avoir été l'invité du 22h et d'avoir quitté la séance pour être avec nous ce soir sur le plateau. Tout de suite, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, regardez, ce sont des images sélectionnées ce soir par Flora Sauvage. Eh ben, c'est un plaisir. 4 morts et 123 blessés, c'est le bilan de la marée de boue toxique qui s'est déversée dans l'ouest de la Hongrie. Un accident survenu lundi dans une usine d'aluminium est à l'origine de cette catastrophe écologique qui menace la faune et la flore autour du Danube. 2 jours après, cet homme est toujours sous le choc. Ma femme a été brûlée à la hanche et mon petit garçon est tellement traumatisé qu'il ne veut plus quitter l'hôpital. C'est le seul endroit où il se sent en sécurité. Un enfant de 3 ans, je vous dis. Lassé, Bernard Kouchner aurait remis sa lettre de démission au chef de l'État le 25 août dernier. C'est ce que révèle le Nouvel Observateur dans son édition de demain. Symbole de l'ouverture, le ministre des Affaires étrangères se serait plaint d'humiliations infligées par des conseillers du président. Il a beau multiplier les démentis, celui qui fut un temps le symbole de l'ouverture ne sera pas membre du gouvernement dans le prochain remaniement. Un dépistage généralisé du sida pour toute la population française. Pour l'instant, il ne s'agit que d'un document de travail, mais l'objectif affiché par le plan sida est de combler le retard important de la France.
50 000 personnes vivent aujourd'hui avec le VIH sans le savoir. C'est principalement les couples hétérosexuels mariés avec enfants, pour dire les choses simplement. Si les médecins généralistes proposent le dépistage d'infections à VIH et des hépatites et des infections sexuellement transmissibles, comme on propose un bilan sanguin pour mesurer son taux de cholestérol, alors là, on va banaliser la proposition des VIH. Le Conseil constitutionnel botte en touche. Appelé à se prononcer sur l'adoption pour les homosexuels, les sages renvoient la balle au législateur. Aujourd'hui, l'article 365 du Code civil empêche les couples d'homosexuels d'exercer l'autorité parentale pleine et entière sur leurs enfants. Au lendemain du jugement très dur rendu contre l'ex-trader Jérôme Kerviel, les critiques fusent. Pour le porte-parole du gouvernement, Luc Châtel, c'est à la Société Générale d'éventuellement faire un geste envers Jérôme Kerviel, condamné à verser 4,9 milliards d'euros de dommages et intérêts à son ancien employeur. Bonsoir Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Sonia. On va réagir sur la dernière information de ce tour de l'info. Donc c'est au lendemain du jugement dans l'affaire Kerviel, les fameux 5 milliards d'euros. Et la Société Générale qui s'est montrée clémente. Il faut s'y attendre, c'est une surprise. La Société Générale, il y a un problème de, si vous voulez, d'effet boomerang. Parce que ce jugement l'a blanchi totalement. Qu'est-ce qu'il dit le jugement? Il dit Kerviel, seul coupable, la Générale, seule victime. Bon, je ne peux pas rêver mieux, c'est exactement ce qu'elle souhaitait. Malheureusement, il y a derrière ce jugement le fait que le juge a appliqué strictement la règle de droit, puisque Kerviel est seul coupable, il doit payer les dommages et intérêts qu'il a provoqués à la banque, et ces dommages et intérêts valent 4,9 milliards. Et là, c'est là où on a fait mouvement, parce que les gens qui entendent ça disent c'est pas possible, c'est toujours la même chose, ce sont les puissants qui gagnent toujours. Et là, ça se renverse, c'est Kerviel qui devient la victime, alors que le jugement dit non, c'est la Générale qui est la seule victime. Ça se renverse, et donc il y a un problème d'impopularité. Et pour une banque, c'est très important, il y a un problème d'impopularité vis-à-vis de la Société Générale, qui peut être sévère vis-à-vis des gens qui ont des comptes déficitaires chez elle. Et donc, on se dit voilà, c'est toujours la même chose, etc. En plus, la Générale se rend compte d'une chose, 4,9 milliards, de toute façon, elle ne les verra jamais. Elle ne les verra jamais. Donc, ce n'est pas la peine d'escompter les retrouver. 4,9 milliards, c'est en gros la charge de la dette publique de toute la France pendant un mois. Donc, c'est considérable. Vu son salaire, Kerviel devrait travailler depuis l'homme de Néandertal jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir régler la somme en question. Donc, on est quand même là en plein délire. Donc, la Générale tire la conclusion, je ne reverrai jamais mes 4,9 milliards. On peut faire un arrangement. Le problème, c'est que l'avocat l'a dit tout à l'heure, il ne peut pas être question d'arrangement. On est en plein délire depuis le début de cette affaire, Jean-Louis. Est-ce qu'on sait tout, justement, de cette affaire, maintenant qu'il y a eu ce jugement? Alors, il y a appel. Mais on sait, évidemment, le fait, au niveau pénal, au niveau de la correctionnelle, on sait tout. Le fameux Kerviel, seul coupable, Général, seule victime. Donc là, évidemment, les choses sont claires sur ce plan pénal. Reste un problème, je dirais, économique et financier, où on ne comprend toujours pas. Comment il est possible qu'on puisse cacher 50 milliards d'euros à l'intérieur de la Société Générale? Alors évidemment, on sait bien que Jérôme Kerviel, le jugement l'a dit, a trafiqué les ordinateurs, a maquillé les opérations. Mais le système des marchés financiers ne fonctionne pas seulement comme cela. Il n'y a pas simplement les informations à l'intérieur de la Générale. Qu'est-ce qui se passe? Il existe entre tous les marchés financiers ce qu'on appelle une chambre de compensation. Et la chambre de compensation, sinon il y a longtemps que les marchés financiers auraient explosé, la chambre de compensation prévient tous les intervenants tous les soirs sur leur position. Il leur dit, vous avez tant de dollars, vous avez acheté tant de taux d'intérêt, vous avez vendu tant d'obligations, etc., etc. Non seulement elle les prévient, mais le lendemain matin, vous devez, avant l'ouverture des marchés, régler ce que vous devez et encaisser ce que vous avez gagné. Donc on n'arrive pas à comprendre on comprend très bien que Kerviel, ayant maquillé la Générale à l'intérieur de son propre système, ne puisse pas être au courant, mais on ne comprend pas, vu le système d'organisation globale des marchés, que ça puisse être le cas. Donc, conclusion, on arrive à cette idée suivante, c'est que, effectivement, Kerviel est coupable, mais la Générale n'était peut-être pas responsable. Merci Jean-Louis pour cette conclusion et cette analyse. La suite du 22h, tout autre sujet, toute autre question. Faut-il une loi anti-concentration interdisant à la même personne de posséder 2 journaux? Le Parti socialiste, en tous les cas, la réclame depuis l'éventualité d'un rachat du Parisien aujourd'hui en France par Serge Dassault. Déjà, vous le savez, propriétaire du Figaro. On regarde tous les détails avec Sandra Cerquera avant notre débat. Il a préféré être interviewé dans un café à quelques pas du Figaro.
Patrick y travaille depuis des années et il a vu l'ambiance se dégrader depuis le rachat de Serge Dassault en 2004. La ligne éditoriale, depuis le rachat par Serge Dassault, c'est un peu tendu, est un peu moins libre. Avant, certains disaient le Figaro va un peu dans tous les sens. Il y a plus une ambiance d'anarchie dans ce journal. L'ambiance d'anarchie a disparu, oui. Disons que c'est... pour mettre quelque chose entre guillemets, c'est un journal mieux tenu. Sur la manière d'organiser le journal, d'en faire une entreprise un peu comme une autre, qui n'a plus sa spécificité d'entreprise de presse, et qui donc fait perdre un peu cette ambiance de rédaction parce on doit être une entreprise comme une autre, profitable. Récemment, des articles sur des pays arabes avec qui Serge Dassault fait des affaires ont été censurés. Il y a des sujets sensibles. Le fait d'avoir comme propriétaire Serge Dassault fait qu'il y a certaines relectures particulières, qui ne sont pas les relectures directes, mais forcément une relecture particulière de la part d'une hiérarchie. À la tête de cette hiérarchie, Étienne Moujotte, directeur de la rédaction, pour qui Le Figaro est un journal d'opinion, qui prendra position pour un candidat à la présidentielle. Le message est clair et il inquiète aux Parisiens. Dassault est candidat au rachat du journal populaire. Lui vendre, c'est offrir à la majorité un nouvel espace médiatique. Le rachat par Dassault est inquiétant, quelle que soit la période. En période électorale, ça nous inquiète d'autant plus parce qu'il y aura forcément des pressions. Le sujet fait déjà débat. Frédéric Mitterrand a défendu aujourd'hui la candidature de Dassault à l'Assemblée. Selon lui, le rachat d'un quotidien par un entrepreneur n'est qu'une affaire économique. La concentration dans les médias, on en parle avec nos invités ce soir. Patrick Bloch, bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes député socialiste de Paris. Également avec nous, Catherine Morin-Desailly, bonsoir. Sénatrice Union centriste de Seine-Maritime. Alors Patrick Bloch, on vient de voir Frédéric Mitterrand, bien qu'il ne voit pas d'inconvénient donc au rachat du Parisien aujourd'hui en France par Serge Dassault. Il a raison. Écoutez, Frédéric Mitterrand a pu dire sans rire que le sujet était uniquement économique, nullement politique. Je le cite. Tout le monde sait que Serge Dassault est sénateur UMP, et donc c'est sans doute pour cela qu'il ne fait pas de politique. Bon, il est également propriétaire du Figaro, et puis, et ce sera sans doute le sujet de notre débat, dirigeant d'un groupe industriel qui vit de la commande de l'État. Donc un mélange des genres qui, au regard du pluralisme d'information, de la liberté de presse, nous pose problème. Quels sont les risques précisément? Qu'est-ce que vous craignez? Mais écoutez, ce qu'on craint, c'est qu'il se passe finalement aux Parisiens ce qui s'est passé au Figaro. Parce que, évidemment, le Figaro, historiquement, est le grand quotidien national de la droite française. Bon, ça c'est évident. Et à ce titre, un journal d'opinion. Et vive les journaux d'opinion. Bon. Mais en l'occurrence, depuis 3 ans, depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, le Figaro n'est pas seulement le quotidien national de la droite française. C'est devenu un journal qui participe à la stratégie gouvernementale de communication. Quand vous avez vu paraître, repris dans le Figaro, des sondages complaisants pour le pouvoir et qui avaient été payés par le budget de l'Élysée, nous avons d'ailleurs demandé une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale qui nous a été refusée, on voit bien que le Figaro n'est plus seulement l'expression de la droite française, même des droites françaises, mais est devenu... comme l'Humanité de faire ça dans l'autre sens. L'Humanité a été pendant longtemps le quotidien officiel du Parti communiste français et le reste à cet égard. Bon. Mais on ne peut pas dire, bon, il y a le Figaro qui est le journal de la droite, il y a Libération, puisque c'est souvent la comparaison qu'on fait qui est le journal de la gauche, le pluralisme de l'information est ainsi assuré. Ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. Libération défend des valeurs de gauche, mais je peux témoigner que le Parti socialiste n'en est pas épargné pour autant. Catherine Morin-Desailly, c'est assez fort ce que dit Patrick Bloch. Est-ce qu'il y a vraiment un risque? Moi, je crois qu'il ne faut pas confondre concentration des médias et conflit d'intérêts. Ce sont deux notions un peu différentes. Il y a cette loi de 86, donc sur la presse et sur l'audiovisuel, qui a fixé des seuils anti-concentration de l'ordre de 30%, c'est-à-dire qu'au-delà de 30%, on ne peut pas racheter plus d'entreprises de presse que un même cela. Propriétaire, en fait, voilà. Détenir 30% ça intervient dans un contexte, je crois que ce n'est pas Patrice Bloch qui me contredira, d'un marché qui est relativement morcelé en France par rapport à nos voisins européens, en tout cas par rapport aux acteurs anglo-saxons. On ne peut pas dire qu'il y ait une hyper-concentration de la presse. Maintenant, le conflit d'intérêts, c'est autre chose. C'est quand on exerce soi-même une fonction qui peut rentrer en conflit avec d'autres causes que l'on est censé défendre. Je crois que c'est une question qui est à l'ordre du jour. Je crois
crois que les Français sont très attentifs à ce qui est une éthique en politique. Et moi, je sais qu'au Nouveau Centre, nous réfléchissons beaucoup aux professions qui, à l'avenir, seront en conflit d'intérêts avec notamment un certain nombre de mandats politiques. Je vais vous donner un petit exemple. Je pense qu'être avocat d'affaires, être politique... Là, vous pensez à quelqu'un, là Non, je ne fais absolument pas de comment dirais-je, référence livre de Martin à qui que ce soit. Mais moi, je suis enseignante à la base. Je n'ai pas le droit d'exercer mon métier. Je suis fonctionnaire d'éducation nationale, je n'ai pas le droit de l'exercer, il y aurait un conflit d'intérêts. Je ne pense pas qu'il y ait moins de conflit d'intérêts à être avocat d'affaires ou être patron d'un groupe presse et à la fois politique. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion sur ce sujet. Mais les médias, on peut dire en tous les cas, ils influencent quelque part l'opinion. En tous les cas, ils peuvent être suivis. Justement, Patrick Bloch, on a vu là derrière vous quelques industriels comme Bouygues, comme Lagardère, avec de nombreux titres et des médias en leur possession. Finalement, quand quelqu'un apporte l'argent sur la table et qu'il y a à la clé des emplois, est-ce que ce n'est pas ce qu'on demande aussi? Pourquoi leur donner, par exemple, à des étrangers, à des Russes, des titres? Pourquoi pas préférer un industriel français? Écoutez, on peut avoir une préférence nationale, même si le terme est connoté dans le débat politique. En l'occurrence, ce n'est pas là, à mon avis, le fond du débat. Qu'il faille financer la presse française, surtout compte tenu de la concurrence de l'Internet, personne ne le conteste. Qu'il y a un vrai sujet pour la financer. Ça ne se bouscule pas au portillon, je suis bien d'accord avec vous. Que ce soit un vrai sujet de nature économique, c'est incontestable. Bon. Reste qu'à l'arrivée, nous nous trouvons en France dans une situation assez comparable à l'Italie, où il y a un mélange des genres, un conflit d'intérêts, d'ailleurs Catherine Morin-Desailly vient de le signaler elle-même, de le reconnaître, qui amène à ce que des grands groupes industriels et financiers en France comme en Italie possèdent nombre de médias, à la fois dans la presse écrite et dans l'audiovisuel. Et du coup, on se retrouve dans une situation où, si vous voulez, pour Monsieur Dassault, par exemple, il y a coïncidence entre le fait que tout d'un côté, le ministère de la Défense anticipe l'achat de 11 Rafales à hauteur de 800 millions d'euros, en prenant sur ses propres crédits budgétaires, et de l'autre côté, la volonté de M. Dassault de racheter le Parisien. Qui peut contester le fait que si demain M. Dassault, compte tenu des méthodes qu'il a mis en place d'abord aux Républicains de l'Essonne, puis maintenant au Figaro, on vient de voir votre reportage, qui peut garantir que demain, l'indépendance de l'équipe rédactionnelle du Parisien sera préservée et que sa ligne éditoriale ne sera pas modifiée? Aux journalistes, j'allais vous faire réagir aussi à l'attaque. Moi, je voulais juste réagir par rapport à ce qu'a dit Patrick. C'est-à-dire que moi, je vois plutôt le conflit d'intérêts au fait d'exercer un mandat politique et profiter du fait qu'on est patron d'une entreprise pour acheter un groupe presse. Si c'était un industriel, de droite, on va dire. Parce que je pense que les médias ont besoin en France d'industriels forts, d'actionnaires dynamiques pour porter aujourd'hui un monde qui est en crise dans un cadre mondialisé du numérique qui est très concurrentiel. Et ce que je vous ai dit, c'est que nous avons un marché finalement assez morcelé. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut une régulation. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas de transparence de l'actionnariat pour le public et le lectorat. Mais je voudrais dire aussi à Patrick Bloch, moi, je pense qu'il faut porter à ce moment-là la critique à l'ensemble du paysage de la presse écrite. Le Monde qui vient d'être racheté par le trio Pigasse. On va en parler dans notre débat. Oui. Et donc Berger, on sait que Pierre Berger, je ne porte pas de jugement, mais il a... Aucun des trois ne vit des commandes de l'État. Nous avons défendu à l'Assemblée nationale, comme le Sénat il y a juste un an, une proposition. Nous avons défendu à l'Assemblée nationale comme le Sénat il y a juste un an une proposition de loi qui fait que si elle avait été votée, M. Dassault, à l'heure d'aujourd'hui, ne pourrait racheter le Parisien. Voilà. Je crois que c'est le mot de la fin. Voilà. Je vais faire la part des choses. La part des choses. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle le principal titre, c'est l'ensemble des syndicats de cheminots qui annoncent des préavis de grève reconductibles à partir donc du 12 octobre, marquant ainsi le durcissement de la mobilisation contre la réforme des retraites en examen au Sénat. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, c'est l'émission Politique Preuve par 3. L'invité de Michel Grossior et de Perrine Tarnaud, c'est le président du MoDem, François Bayrou. Belle soirée à vous.